vous laisse vous manifester dans le chat pour nous dire que vous êtes là, pour nous dire si tout fonctionne. On est en tout cas ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Le mois de septembre, il défile à une vitesse dingue. Je me dis, ah, on est déjà le 24. Et voilà, je vois vos bonjours. Je vois Stéphanie, Sandrine, Leslie, Noémie. Je vois des prénoms qui s'affichent. Je sais que ça fonctionne. Bah écoutez, on est là. On est parti pour un nouvel instant RH tous ensemble pour parler en plus d'un sujet qui, j'espère, vous intéressera bien comme il faut parce qu'on est là pour parler de la priorité des salariés aujourd'hui en 2024, qui n'est ni la flexibilité, ni la bonne ambiance, ni les baby-foot, mais bel et bien le salaire, la rémunération, le pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça le sujet, the sujet. Et on est là aujourd'hui pour en parler avec passion, accompagnée par deux personnes qui elles-mêmes sont hyper à fond sur ce sujet, puisqu'on a à nos côtés Agnès et Constance, que je vais à qui je vais laisser la parole pour se présenter en quelques mots pour qu'on comprenne bien qui est qui fait quoi, pourquoi on est là aujourd'hui, tout ça, tout ça. Je vous laisse la parole. Allez, je lance sur qui là? Agnès. J'ai Agnès en premier, je te donne la Allez, parole, Agnès. ça marche. Merci Anaïs. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Agnès Chauvigny. Je suis actuellement dans VP People chez Figures depuis 2 ans maintenant. Avant ça, j'ai une petite dizaine d'années d'expérience derrière moi sur les sujets RH divers et variés. Et donc depuis plus de 2 ans maintenant, je suis vraiment focus sur les sujets de rémunération chez Figures, puisque, donc, pour dire 2 mots sur Figures très rapidement, on fournit à nos clients une solution de gestion de la rémunération et de la stratégie de rémunération. Donc, on a un focus particulier sur le salaire, évidemment, mais on va en parler, la rémunération inclut bien d'autres choses que juste le salaire. Et en tout cas, nous, notre but, c'est vraiment de permettre d'équiper les équipes RH pour qu'elles puissent définir une stratégie et définir des salaires justes par rapport au marché, par rapport à l'équité interne, par rapport aux inégalités qu'on connaît et aux biais qu'on peut avoir, etc. Donc, on essaye de leur donner le plus d'infos et d'outils possibles pour que tout ça soit juste au global. Top. Et Figures, vous faites aussi de nombreuses études. Je vois souvent paraître Ouais. des guides, des études. Vous contribuez en fait à faire évoluer le sujet, puisqu'on voit régulièrement des stats, des études sur ces sujets, et c'est ça aussi qui permet d'avancer. Donc ça, c'est trop cool de vous avoir aujourd'hui. Et alors, à nos côtés, on a aussi Constance qui est là. Bonjour Constance. Bonjour Anaïs. Eh bien, enchantée, ravie d'être là avec tout le monde aujourd'hui. Donc moi, je suis People and Talent Lead chez Benefis. Donc je gère tous les sujets de people développement, d'expérience, de culture, de marque employeur et de talent acquisition. Aujourd'hui, on est 55 collaborateurs chez Benefis et nous, notre cœur de métier, en fait, on a une plateforme SaaS qui simplifie toutes les démarches qui sont liées aux avantages sociaux. Donc, on permet aux équipes RH de construire, de gérer et de valoriser une politique d'avantages sociaux complète. Donc, ça peut être de la mutuelle, de la prévoyance, de l'épargne salariale, des titres restaurants, une cagnotte. Et on s'adresse directement aux TPE et PME françaises. Top, comme ça, c'est hyper complet. Et puis, alors moi, ce que j'aimerais bien ajouter aussi au sujet de Bénéfice quand même, c'est que Bénéfice, ils font chez eux en interne ce qu'ils vendent en fait. Et c'est aussi pour ça que tu es là, Exactement. Constance, parce que C'est c'est ça. aussi peut-être pour partager ta vision en tant que RH interne chez Bénéfice. C'est ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est aussi être un peu pour nos clients la preuve par l'exemple. J'aime bien cet état d'esprit, c'est chouette. Trop bien. Alors, on est là pour 3/4 d'heure, 1 heure, tous ensemble, grand max, pour partager, échanger sur ce sujet. Comme à chaque fois, je le redis, mais je m'adresse à vous qui êtes en train de nous écouter, mais ce webinaire, c'est le vôtre, donc profitez-en. Posez vos questions, partagez vos réactions. Moi, je me ferai votre relais auprès d'Agnès et Constance, évidemment. Et puis voilà, on est parti. Déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Figures et Bénéfices s'associent, entre guillemets? Enfin, c'est quoi vos engagements communs et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réunit pour parler de ça? Ouais, je pense que comme on l'a toutes les deux dit, notre objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises et les équipes RH d'un côté à satisfaire quelque part leurs équipes, donc
à être compétitif et à offrir des options variées pour offrir des packages qui correspondent finalement à ce qu'attendent les salariés et plus Mmh. uniquement avoir une vision RH, budget et un peu ancienne, on va dire, des sujets de rémunération. Donc, il y a un côté un peu d'innovation finalement sur le sujet pour aider les équipes RH à optimiser leur stratégie rémunération au global. Je pense qu'on est assez aligné là-dessus et sur le côté aussi un peu innovant justement des RH. C'est un secteur qui peut paraître un peu vieillot par certains aspects et pourtant il y a plein de choses sur lesquelles on peut innover et du coup c'est un bon terrain de jeu. C'est ça et puis c'est quand même, le sujet brûlant, d'actualité. Oui, pour le coup, je crois que c'est le sujet. Je vois à chaque fois, quand on fait régulièrement des webinaires avec bénéfices et ça mobilise quand même beaucoup de personnes. On le sent que c'est un sujet, un peu brûlant, aussi bien côté, RH que salarié finalement. Et alors dans tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, je te laisserai peut-être commenter Constance, mais on Oui, a bien prévu sûr, des choses pratiques, des exemples. Je te laisse la main, vas-y, dis-nous c'est tout. ça. Au programme, aujourd'hui, c'est assez complet. L'idée, c'est vraiment de reprendre un peu les bases pour bien se lancer sur une politique, de stratégie salariale. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme outil? Comment on va construire notre politique? Pourquoi c'est important aussi de la maîtriser? Ensuite, on va parler aussi, des attentes des salariés. Qu'est-ce qu'attendent concrètement les salariés aujourd'hui en 2024? Les priorités des collaborateurs changent, évoluent et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. On va étudier quelques types de politiques, salariales. On travaille tous pour un salaire, c'est quand même ultra important. Mais l'idée, c'est de pouvoir, proposer à nos collaborateurs une rémunération qui soit juste et bien construite en fonction de nos populations également. Quel va être aussi l'impact de nos actions? Comment on va pouvoir mesurer notre impact et communiquer autour de ça? Et enfin, Agnès, va vous présenter quelques cas concrets qui sont ultra pertinents. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Ouais, Donc voilà, on adore les cas concrets. c'est On ça. adore ça. Et oui, donc la présentation, elle est déjà accessible en vrai dans l'onglet Handouts. Je vois des personnes qui posent la question, donc je vois que Culture RH vous a déjà donné l'accès. Donc vous pouvez y aller si la présentation vous intéresse. Il y aura plein de choses en plus. Elle est très complète cette présentation. Bravo aux équipes d'avoir construit tout ça. Et alors pourquoi le sujet est important? On rentre dans le vif du sujet. Peut-être un peu Constance et si tu veux bien un peu nous briefer pourquoi le sujet C'est il est ça. important et pourquoi on va en parler aujourd'hui. Pourquoi on va en parler aujourd'hui? Parce que, plus que jamais, comme je le disais, c'est un sujet d'actualité. Une bonne stratégie salariale, c'est un élément clé aujourd'hui dans la gestion des ressources humaines. Je pense que la rémunération, clairement, elle est au cœur de tous nos sujets RH. C'est un sujet, qu'on aborde tous les jours dans notre quotidien. Elle définit la manière, je pense, dont les rémunérations sont structurées, mais aussi allouées et ajustées et ça, c'est hyper important et je pense une stratégie salariale bien pensée, c'est clairement un levier pour attirer les candidats, et aussi pour mettre en place une politique de rétention efficace. Aujourd'hui, on a listé, 6 éléments qui font qu'une politique est importante. Je pense qu'il y en a bien plus, mais Mmh. aujourd'hui, c'est 6 éléments qui sont ultra stratégiques. Ça permet aussi je pense, de transmettre les bons signaux à nos populations. Ça aide par exemple à renforcer le sentiment d'appartenance de nos collaborateurs. On montre aussi qu'on est dans une démarche, de faire confiance, et puis aussi de montrer à nos collaborateurs qu'on investit sur eux. Et puis à contrario, je pense qu'une mauvaise gestion de la rémunération, ça peut aussi entraîner une fuite de talent, et qui dit fuite de talent, dit aussi, conséquences financières assez lourdes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on aborde ce sujet-là. Bien évidemment, on a cité aussi la motivation des salariés. Je pense que, une très bonne politique salariale, c'est quelque chose qui va, être aussi un pari sur l'avenir, et permettre de construire une équipe, solide dans le temps. Mmh. Donc voilà un petit peu les 6 sujets, ultra, brûlants, en ce moment.
Et alors, j'ai envie de dire qu'en plus, on perd pas de temps parce qu'on rentre tout de suite dans du palpable et bon, c'est ça qu'on adore C'est aussi ça. sur ce genre de webinaire, c'est que l'idée, c'est pas juste parler pendant 3/4 d'heure, blablabla, quoi. C'est vraiment de vous permettre de repartir avec du concret. Donc là, je sais que vous avez prévu vraiment d'aborder un truc très concret, c'est comment construire une bonne stratégie de rémunération, avec des exemples et tout ça. Je sais pas si Agnès, tu veux Ouais, te lancer sur le sujet et après bien Constance sûr. pourra compléter. Je vous laisse la main, dites-moi. Ça marche. Et effectivement, il y a différentes façons, je pense, d'aborder le sujet. Et pour moi, une des raisons pour laquelle c'est vraiment super important d'en parler, c'est aussi qu'aujourd'hui, donc comme Constance, comme tu viens de le dire, il y a énormément d'impact que peut avoir une politique salariale. Et en fait, on constate, enfin, nous, on s'en rend compte côté Figures quand on parle à nos clients que beaucoup d'entreprises n'ont pas de politique salariale, en fait. Ils ont mis des choses en place, plus ou moins au fur et à mesure, au fil de l'eau, en fonction des besoins, et cetera. Mais ils n'ont pas vraiment pris le recul pour se dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire avec cette politique salariale? Enfin, qu'est-ce que je veux faire quand je parle de salaire? C'est quoi mes objectifs? C'est quoi ce que je veux montrer aussi à mes équipes, etc. Et du coup, c'est pour ça que nous, on le divise un peu en deux étapes. La première, c'est de se dire, c'est quoi ma philosophie de rémunération? Donc là, on part à un niveau un peu macro et abstrait et de décliner cette philosophie en une politique ou une stratégie de rémunération. Et concrètement, la philosophie de rémunération en amont, elle doit vraiment répondre à ces questions. C'est qu'est-ce que je veux faire quand je parle de rémunération? Quel impact je veux avoir auprès de mes équipes, des candidats, des entreprises qui regardent ce qu'on fait? Euh, et pourquoi je crois en ces objectifs-là et pourquoi ils sont importants pour moi. Donc là, pour moi, ça reprend un peu le premier point de se dire, en fait, la philosophie de rémunération, elle doit être empreinte des valeurs de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Et bah, du coup, ça veut dire que selon ce que fait l'entreprise, on va pousser certains sujets. Je sais que chez Figures, par exemple, chez nous, une de nos valeurs, c'est la transparence. On pousse beaucoup là-dessus. Donc concrètement, notre politique de rémunération, bah, elle est transparente. Ça a une grosse importance pour nous. On veut être très méritocratique et juste, ça fait partie de notre vision des choses, donc on le retransmet aussi dans notre philosophie et notre politique de rémunération. Il y a cet alignement-là qui est hyper important au Mmh. départ, et si on ne prend pas le temps, le recul nécessaire pour ça, derrière, ça peut un peu partir dans tous les sens, et ça aboutit souvent à des politiques de rémunération qui sont très changeantes. Donc en fait, selon la priorité du moment, on va vouloir réajuster, et si on réajuste trop régulièrement, bah, on perd un peu les employés qui, du coup, vont se dire, ah, mais il y a 6 mois, on nous a dit que c'était comme ça, maintenant ça change, qu'est-ce que ça sera dans 6 mois? Il faut qu'il y ait quand même un certain engagement sur le long terme. Il y a cette première partie-là pour moi qui est hyper importante. Et ensuite, vraiment de se dire, bah, en fait, on parle de rémunération, on parle pas que de salaire, ça on va le dire et le redire, je pense, mais du coup, d'ouvrir le champ des possibles et encore une fois, de se dire, bah, mes objectifs, c'est ça, comment je peux les atteindre, quel levier je vais utiliser, etc. Donc là, on pense à tous les différents avantages, les perks qu'il peut y avoir, etc. Donc ça, je pense que Constance, peut-être que tu pourras en parler mieux que moi, mais vraiment, c'est de se dire, on commence très, très high level pour après creuser sur des sujets de plus en plus précis. Et dernier point, après je te rends la parole, mais pour moi, un des sujets qui est hyper important, c'est en fait d'avoir encore une fois cette stratégie d'entreprise en tête et ensuite de co-construire aussi au maximum avec les équipes. Je sais que, enfin, moi, partout où j'ai été, en général, je demande aux gens, c'est quoi vos attentes en fait sur le sujet de la rémunération, histoire de ne pas partir encore une fois dans des directions qui ne sont pas adaptées aux équipes, qui ne vont pas répondre à leurs besoins et qui du coup n'ont aucun impact et aucun intérêt. Et Ouais, je juste, te je me permets rejoins de Agnès, rebondir. Pardon, Constance. Je me permets de rebondir parce que ça rejoint ce que disait Abdallah dans le chat où il faisait une différence entre la politique et la stratégie. Et ça m'amène peut-être à te poser la question, Agnès ou même Constance, sur ces différenciations entre la politique et la stratégie. Finalement, ça va entre les mains de qui alors? Ça va entre les mains de la direction, des RH, de toute l'entreprise. C'est quoi votre positionnement, votre idée sur ça? Moi, mon point de vue, c'est qu'in fine, ça devrait être dans les mains de tout le monde. Je m'en Après, sur doutais. le sujet, forcément, sur le sujet de la philosophie, je pense que c'est quelque chose qui est défini peut-être effectivement avec l'équipe de direction, de se dire on est vraiment sur la vision stratégique de l'entreprise et donc la direction qu'on veut prendre, etc. Par contre, après, encore une fois, sur la politique, donc l'application de cette vision, euh,
pour moi, c'est l'idée par les RH, mais encore une fois, ça doit être un travail qui est assez collaboratif, donc co-construit avec les managers, avec les équipes, et cetera, si on veut que ça ait du sens et que ça ait un impact. Mmh. Très clair. Oui, tout à fait. Et puis encore une fois, il faut que ça reflète aussi les populations qu'on a en interne et que ça réponde aux besoins des populations. On va peut-être pas proposer la même politique d'avantages sociaux pour des populations très jeunes que pour des populations Mmh. plus âgées. Donc tout ça, ça dépend vraiment de votre population aussi, je pense. Super intéressant. Je me permets juste une petite question en plus. Alice qui dit: «À partir de combien de salariés pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir une vraie politique de rémunération?» Ah, est-ce qu'il y a un minimum alors? C'est ça la question à se poser peut-être? Constance, tu as un avis sur le sujet? Honnêtement, je pense que le plus tôt est le mieux, a priori. Mmh. Je Mmh. pense qu'Agnès dira pas le contraire. Le Ouais. plus tôt est le mieux parce que ça permet d'asseoir et de poser aussi une culture, d'entreprise, liée à la rémunération. Est-ce Ouais. qu'on est dans une boîte où, on a vocation à bien payer nos collaborateurs? Enfin, ça dépend vraiment du modèle aussi, je pense, hein. Donc le Mmh plus mh. tôt est le mieux selon moi. Ouais, Très bien. j'aurais dit pareil. Pour moi, avec un salarié, on peut déjà construire une politique de Mmh. rémunération. C'est peut-être un peu superflu, mais en tout cas assez Mmh. rapidement. Ouais, mais je suis plutôt alignée aussi, hein. C'est très lié à la culture et la culture, elle se construit dès le démarrage de l'entreprise en vrai, donc si on veut de la cohérence, ça se fait dès le départ, j'imagine aussi. Du coup, Ça veut pas dire que ça peut pardon, pas je vous ai évoluer par la suite. interrompu. Oui, c'est vrai, c'est évolutif de toute façon. Je vous ai interrompu, je vous laisse reprendre la main, hein. C'est juste que je rebondis, je trouvais intéressant les retours dans l'audience. Et bien du coup, oui, on en était à toi, Agnès, tu parlais des valeurs de l'entreprise, de la culture. L'idée aussi, c'est de penser à des référents un peu différents, donc pas forcément, s'arrêter qu'au salaire. Choisir des avantages sociaux pour son entreprise, c'est pas seulement alimenter la politique de rémunération, mais c'est aussi et surtout, asseoir, sa culture d'entreprise, c'est ce que disait Agnès. L'enjeu, c'est aussi, je pense, de bâtir une stratégie de perks qui est cohérente, qui est attractive et aussi qui est assumée, ça c'est hyper important, en ligne avec la politique de l'entreprise. Donc voilà pour ça et ça on va y revenir en détail avec beaucoup plus d'exemples par la suite. Mmh. Donc petit teasing, pour la suite. Yes. Tu voulais compléter, Agnès? Non, non, très aligné On est bon? avec Constance sur ce sujet. Ouais, ouais, c'est bon. OK et peut-être, avant d'avancer sur, les attentes des salariés, moi j'aimerais bien questionner un petit peu l'audience sur ce qu'elle en pense. Avant de vous donner un peu la «réponse» entre guillemets, j'aimerais bien poser, la question, savoir à votre avis, quelles sont allez, on va faire un top 3 des priorités des salariés, aujourd'hui. Selon vous, quel est ce top 3? Quels sont les 3 points qui reviennent le plus en termes d'attente côté salarié? Je vous laisse nous dire dans le chat. Alors, je vois Fatima qui dit: «Ambiance, salaire, évolution». Ah ah! La reconnaissance, nous dit Sylvie. Ça, c'est intéressant le sujet de la reconnaissance, parce que la reconnaissance, en vrai, ça passe à travers différents points, dont la Mmh. rémunération. Stéphanie, pouvoir d'achat, salaire, évolution, je vois conditions de travail, passé, sens dans son travail. La reconnaissance qui revient plusieurs fois, équilibre vie pro, perso, flexibilité et je vois quand même beaucoup de fois aussi le salaire, la rémunération. La considération, donc pareil, est-ce que ça passe pas aussi par la rémunération, la considération? OK, je pense que il y a des mots quand même qui reviennent très souvent. Alors, j'avance la slide, ça va vous spoiler tout de suite, mais, je pense que ça rejoint pas mal ce que vous nous avez, partagé. Je vous laisse commenter, l'une et l'autre sur les attentes des salariés. Qu'est-ce que vous avez à nous partager alors sur ça? Ouais et je pense que effectivement le salaire, revient souvent et je pense que, sans grande surprise, ça reste quand même, une priorité, numéro un, je pense, pour, la vaste majorité des salariés. Ça tend quand même énormément à évoluer, et on voit des nouvelles choses émerger. Je pense qu'il y a le contexte, économique, social actuel,
des nouvelles générations aussi qui ont des priorités différentes, et cetera. Mais quoi qu'il arrive, bah, in fine, Constance, comme tu disais, on travaille tous pour un salaire, et ça changera pas. Après, ça reste un sujet qui en plus est hyper, émotionnel, touchy pour beaucoup de gens. Mmh. Donc c'est non seulement c'est important et en plus, il est très personnel. Enfin, c'est un sujet où vraiment 2 personnes, on pourrait dire exactement la même chose à 2 personnes dans la même situation, elles réagiront forcément différemment quand on parle de salaire. Donc Mmh. c'est un sujet qui doit être d'autant plus pris avec vraiment beaucoup d'attention, et quelque part, encore une fois, c'est un sujet qui malheureusement est souvent délaissé, géré au cas par cas, et cetera. Ce qui du coup introduit énormément, de biais, d'inégalités, de problèmes finalement sur le long terme, de conflits. Alors qu'en fait, bah, si on y passait un peu plus de temps, on arriverait à mieux le cadrer et à faire en sorte que cette priorité-là, elle soit pas un problème en fait, pour les gens. Donc, si on arrive à avoir 90 des salariés qui ont une priorité sur le pouvoir d'achat et qui en plus sont sereins sur leur pouvoir d'achat et sur leur salaire, ce serait incroyable. On a un peu de travail dessus, mais ouais, je pense que pour nous, c'est la priorité, quoi. Après, bah, il y a énormément de nouvelles choses qui émergent et d'autres priorités qui viennent compléter ça finalement. Et ce C'est ça, 90 il est quand même très parlant. Ouais. c'est clair. Je pense que c'est comme tu le dis Agnès, c'est aussi la recherche d'un équilibre global et l'équilibre, il passe par, le salaire, les conditions de travail, la flexibilité, le bien-être. Donc je pense que les attentes des collaborateurs, au-delà du salaire, c'est aussi, beaucoup plus de choses que ça. C'est ce qu'on a noté là dans cette slide avec les nouvelles, demandes qui se développent, autour de la flexibilité, mais c'est pas que. Ça peut être par exemple, la possibilité d'accéder à du mentorat, la transparence salariale comme l'a évoqué Agnès, pourquoi pas le remote, la semaine de 4 jours. Alors là, on va beaucoup plus loin, mais en tout cas, ça fait partie, des nouveaux sujets sur lesquels, tout le monde réfléchit, travaille, essaye de faire évoluer en tout cas, le monde du travail. Ça peut passer aussi par des horaires flexibles. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui les attentes, elles évoluent et je pense qu'elles vont évoluer encore de plus en plus, même si le salaire reste la priorité et le pouvoir d'achat en numéro 1. Mmh. Moi, je sais pas si ça va vous parler, mais moi, j'aime bien dire que, hem, finalement, la différence peut-être aujourd'hui par rapport à, avant Covid, parce que c'est un peu le point de référence, depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui, c'est même plus une histoire de les certains préfèrent, ont comme priorité le salaire, d'autres ont comme priorité la flexibilité. Je crois que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout. On veut plus de compromis, en fait. On veut plus avoir à choisir entre une bonne rémunération et de la flexibilité. En fait, on veut les 2, on veut les 3, les 4, on veut tout dans l'idéal. Je pense que c'est peut-être ça aussi la différence. Ah oui, je pense que les attentes, augmentent au fur et à mesure dans le sens où peut-être qu'une rémunération juste, maintenant, en fait, c'est plus une attente, ça devrait être normal, en fait, je pense, pour les Oui, nouvelles générations. c'est vrai, c'est vrai. On devrait même pas se poser la question. Mais par contre, en plus, on veut d'autres choses, on veut la flexibilité, on veut le télétravail, et cetera. Mmh, Là où mmh, avant, bah, la flexibilité, le télétravail, on n'en parlait pas trop. Par contre, on se battait pour la rémunération juste. Maintenant, c'est un sujet qui est de plus en plus débattu et un peu plus ouvert, mine de rien, ça devient plus quelque chose qui est attendu et normal, quoi. C'est plus, mmh, il y a plus besoin de mmh. j'espère, il devrait moins y avoir besoin de batailler pour ça, quoi. C'est vrai. Mmh. Alors Angélique qui dit: «Oui, les exigences sont beaucoup plus importantes» et Vanessa qui dit: «On veut tout et on donne quoi en retour?» Bon, ben, ça, c'est un autre débat. Et j'ai vu quelqu'un demander, des exemples de perks. Alors je sais pas si on dit perks, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Oui, Mais je sais que, bah, ça vient sur la slide suivante. Je vous propose qu'on avance ouais. si ça vous va justement. On y va, comme ça on va pouvoir, peut-être éclairer, un peu sur le sujet. Agnès, je crois que tu avais des choses à nous partager sur les éléments de la rémunération. Ah, Agnès, tu nous entends? Ah, bah, on a perdu Agnès. Mais voilà, j'avais un moment de je me suis dit: «Mince, c'est moi qu'on C'est n'entend ça, plus ou pas?» Bon, bah, c'est pas grave. On va attendre qu'Agnès, revienne parmi nous, ouais. et en Pendant ce temps, attendant, je vais vas-y. peut-être expliquer ce que c'est des perks parce que c'est peut-être pas Mais je veux clair bien, pour tout le monde. oui, Les perks, moi-même, hein, c'est je suis un peu perdue. ouais, les perks, c'est tout ce qu'on va offrir en complément du salaire et ça représente tout ce qui peut améliorer le bien-être des collaborateurs ou alors peut-être rendre le travail, l'environnement de travail plus attractif. Donc les perks, ça peut être financier, ça peut être matériel ou ça peut être lié aux conditions de travail.
OK, En gros, c'est ça. super. Et on y reviendra après. On te laisse la main, Agnès. Je suis désolée, mais voilà, j'ai eu un petit T'inquiète. problème de connexion. Oui, donc les éléments de la rémunération, effectivement, donc il y a plein d'éléments différents. Sur le salaire, concrètement, c'est relativement intuitif, je pense, mais bon, on pense forcément au salaire fixe. Ensuite, il y a quand même pas mal de questions à se poser sur ce qu'il peut y avoir d'à côté comme avantage, enfin comme salaire, comme partie financière. Il y a les bonus, les commissions individuelles. C'est facile quand on parle d'équipe commerciale, évidemment, ils ont un bonus, dans la vaste majeure partie des cas. Par contre, est-ce que je donne des bonus à mes équipes tech, à mes équipes customer success, aux fonctions support? C'est une vraie position en tant qu'entreprise, en fait, de choisir ce qu'on va faire sur cette partie-là. Je donne notre exemple, typiquement, nous, on part du principe que c'est hyper dur de quantifier un bonus pour des équipes autres qu'au commercial, donc les autres équipes n'ont pas de bonus. Il y a une position à prendre quelque part et derrière, on va du coup construire le package de manière différente. Et ensuite, il y a le côté bonus collectif qui peut être aussi hyper stimulant pour des équipes de se dire, bah, on travaille chacun sur notre sujet, mais en même temps, on travaille tous ensemble vers un objectif commun. Donc, bah, d'avoir des objectifs soit de département, soit même d'entreprise, c'est quelque chose qui, en général, permet de fédérer pas mal l'entreprise derrière une vision, un objectif commun, etc. Donc, en fait, même si ça paraît assez simple, il y a quand même pas mal de décisions à prendre sur comment on construit le package salarial. La partie capital, je pense qu'on peut enchaîner là-dessus aussi, c'est relativement lié. C'est assez, c'est marrant parce que c'est vraiment une partie qui peut être à la fois très impactante et en même temps qui peut être aussi très mal gérée et du coup perdre complètement son sens. Il y a je me rappelle plus de la stat, mais il y a un nombre infime finalement de salariés qui donnent vraiment de la valeur à son package de BSPCE parce qu'ils ne le comprennent pas en fait. Quand on embauche quelqu'un, on va dire: «Ah, on te donne tant de BSPCE». Cool. Mais si on n'explique pas comment ça marche, combien ça représente, combien ça peut représenter dans le futur, dans quelle situation, etc., bah, finalement, c'est juste un papier qu'on a signé à l'arrivée et on ne sait pas trop si ça deviendra quelque chose un jour. Donc, en fait, quand on en parle aux salariés derrière, c'est ouais, mais bon, ça, c'est de l'argent hypothétique. Enfin, c'est fictif pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et c'est marrant de voir à quel point on est éloigné sur ce sujet-là des pays anglo-saxons. On va en Angleterre ou aux États-Unis, on donne un package avec de l'equity, ça fait partie du package. Ils le prennent en compte, ils ont du coup ils pensent à leur rémunération sur 4 ans et pas sur l'année, et du coup ils valuent ça beaucoup plus que nous. Donc en fait, pareil, là je pense que si on se décide à se dire ok, je vais donner des BSPCE, bah, si on veut que ça ait un impact, il faut vraiment bien le faire, il faut former les équipes, leur expliquer comment ça marche. Sinon, bah, autant pas en donner parce qu'en fait, on perd du capital pour finalement peu d'impact en termes de rétention. Donc là, pareil, il y a un sujet d'éducation qui est assez important. D'ailleurs, Agnès, tu veux bien nous rappeler ce que c'est le BSPCE? Parce que je vois des personnes dans le chat qui disent mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Pardon. Les BSPCE, c'est donc des bons souscripteurs pour. Mince, il me manque le C. Bons de souscription de créateurs parts des d'entreprise. créateurs. Ouais, pour les C'est créateurs d'entreprise. Et en gros, c'est l'équivalent des Mmh. stock options. Donc, en gros, c'est le droit à acheter des parts de l'entreprise dans le futur à un prix fixé aujourd'hui. Donc, en gros, aujourd'hui, j'ai le droit d'acheter mes parts à 10 €. Si dans plusieurs années, l'entreprise, la valeur de l'entreprise a augmenté et que les actions valent maintenant 100 €, bah, du coup, je fais une plus-value parce que j'achète à 10 et je vends à 100. D'accord. Voilà. Donc, on intéresse les salariés au capital de l'entreprise. OK, plus clair, je pense. C'est le danger des acronymes, on peut être vite perdu. OK et avant d'enchaîner sur la partie avantages, ça fera du lien avec ce que tu pourras nous partager, Constance, mais Vanessa demandait: «Est-ce que les actions de soutien à la parentalité, elles peuvent être dans les perks, Ouais, complètement. Ouais? J'allais en Ouais? parler. Ouais, Trop bien. je vais en parler. Du coup, pour compléter donc sur la partie avantages, on se rend compte, aujourd'hui quand même qu'il y a un gap de connaissances entre les entreprises qui n'ont aujourd'hui rien en place et les autres. Donc si je peux apporter, un peu de lumière là-dessus, aujourd'hui les avantages, ils sont assez nombreux. On peut citer la santé, la prévoyance, les dépenses du quotidien, l'épargne salariale.
On a des produits, si je peux parler peut-être de notre produit maison qui est, la cagnotte Flex. Ça, c'est Mmh. un bel avantage. C'est un produit qui est tax efficient et qui va englober, pas mal d'usages différents comme les titres restaurants, le CESU, culture, vacances. Et donc c'est un produit tax efficient parce que pour 100 € donnés par l'entreprise, c'est 100 € qui vont dans la poche du collaborateur. Donc ça, c'est game changer pour, le pouvoir d'achat. Et on adore. C'est un produit qui fonctionne très bien chez nos clients. Donc aujourd'hui, les avantages sociaux, on se rend compte que ce sont des supports, qui sont, très pertinents dans la politique salariale et qui sont parfois mal utilisés. Donc nous, notre rôle chez Bénéfice, c'est aussi, de bien orienter nos clients. Donc ça peut passer, notamment on propose un audit de votre politique d'avantages sociaux et après on peut proposer un setup qui soit plus avantageux pour vous et plus adapté aussi à votre population et ça, c'est hyper important. Et ensuite sur la partie perks, donc comme je disais, c'est tout ce qui va être soit financier, soit matériel et lié aussi aux conditions de travail. Donc on peut citer la reconnaissance, la valorisation, les promotions internes, parfois certaines entreprises donnent des congés supplémentaires, le mécénat de compétences, de la Mmh. visibilité sur, les perspectives de carrière. Le soutien aux familles, j'y viens, donc ça peut être par exemple la mise en place d'une charte de parentalité. Nous, c'est ce qu'on a fait il y a peu de temps et c'est assez apprécié en interne, donc je ne peux que vous encourager à aller dans ce sens. Au-delà de la politique globale, voilà, ça permet de chouchouter un peu vos collaborateurs. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi sur les perks et ça dépend un peu de votre culture d'entreprise. C'est un sujet qui est assez passionnant, je trouve. Nickel. Et alors Donc voilà je vois globalement quelques les éléments de réactions, rémunération. top, et je vois quelques réactions, notamment, Swanhild qui dit qu'elle est fan de la cagnotte Flex. C'est un avantage qu'ils ont déployé dans leur entreprise, donc ça lui parle. Et je vois quelques réactions. Alors déjà Stéphanie qui demandait un rappel de ce qu'était le mécénat de compétences. Si tu veux bien Mmh. en 2-3 mots nous rappeler de quoi il Ouais, s'agit? le mécénat de compétences, c'est, prendre du temps, sur son temps de travail en général, pour aller, aider une association ou un organisme et apporter ses compétences, à cette association et donc ça peut être, libérer, 1 journée par an, ou Mmh, plus à ses collaborateurs pour s'investir dans une association et pour apporter ses compétences. très clair. Et alors, Adrienne qui dit: «La retraite, c'est un sujet aussi, non?» C'est sûr. L'épargne retraite. L'épargne retraite. Et Vanessa qui rajoutait, la mutuelle, obligatoire depuis 2016. Donc est-ce que c'est vraiment un avantage social, ou pas, au final? Mais évidemment, ça a un caractère obligatoire, mais ça reste un avantage social. Après, ça dépend, à quelle hauteur vous participez. Mmh, Mais oui, évidemment, elle est obligatoire, depuis 2016. Et mmh, pour juste, je voulais revenir sur l'épargne retraite. mmh, C'est aussi important, d'éduquer un peu, financièrement, nos collaborateurs. Je pense qu'il peut y avoir aussi un accompagnement là-dessus sur, bah, comment épargner, comment préparer sa retraite et je pense que ça peut aussi être le rôle du RH que de faire un peu, cette éducation, à l'épargne retraite. mmh. Mmh mh. Je vois le mécénat aussi, ça intrigue. C'est vrai que c'est un sujet qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Ouais, Il y a, hop, j'ai sauté le commentaire, day one. Justine, voilà, Justine qui citait Day One, qui Ouais, le tout à fait. propose aussi. C'est une très belle boîte. Ouais. Mmh mh. OK, top. Est-ce que, du coup, alors je sais que, Agnès, tu avais pas mal de choses à nous partager aussi sur, heu, d'un point de vue peut-être plus technique, on va rentrer dans le côté technique. Mais avant ça, il y a des petites stats comme ça assez parlantes à nous partager. J'aimerais bien que vous réagissiez dans l'audience. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des statistiques que Agnès va nous partager? Je te laisse la main, je te laisse la parole. Ouais, très bien. Donc ouais, effectivement, donc pour revenir sur la partie purement salaire, ça peut être un levier, encore une fois, assez impactant, important, mais bah, à prendre en compte que malgré tout,
Ça répond pas toujours aux besoins. Je sais plus qui tout à l'heure dans le chat disait de toute manière, 90 de satisfaction, c'est impossible. Effectivement, si on avait 90 des salariés contents, ce serait incroyable et je pense que, ben, le salaire, c'est un peu un sujet où finalement, plus on donne, plus les gens vont attendre. Donc finalement, on est un peu dans une boucle infernale. C'est pour ça que nous, quelque part, plutôt que de dire: «Il faut, surpayer les gens», on a plutôt tendance à dire: «Il faut les payer de manière juste». Ça, in fine, ça aura plus de valeur finalement pour l'entreprise et pour le salarié, je pense. En gros, donc on a 90 des salariés qui pensent qu'ils méritent une promotion. Donc là, on est sur quelque chose quand même qui est absolument subjectif, puisque c'est vraiment, c'est, l'évaluation personnelle de sa valeur, de son métier, Ouais. de son niveau. On va comparer avec les voisins, on va demander aux copains et cetera. Donc concrètement, c'est énorme comme chiffre, mais en même temps, c'est aussi un chiffre sur lequel on peut avoir assez peu d'impact. On peut en avoir, cela dit, dans la mesure où, plus on informe les gens sur pourquoi ils sont payés ce qu'ils sont payés, plus a priori, ils pourront comprendre que finalement, ils sont payés encore une fois justement. Ça n'empêche pas qu'ils vaudront probablement toujours plus, parce que c'est un peu dans la nature humaine, mais en tout cas, ça pourra probablement faire descendre le côté les gens pensent qu'ils méritent une augmentation versus ils souhaitent une augmentation. Finalement, Mmh. s'ils pensent qu'ils sont payés ce qu'ils méritent d'être payés, on commence déjà à arriver dans une situation où la discussion est un peu plus apaisée. Donc ça, c'est la 1re chose. 60 de déperdition possible entre le salaire, brut et le pouvoir d'achat. Là, clairement, on en arrive à un point où c'est vrai qu'en tant qu'employeur, c'est toujours super satisfaisant d'annoncer à un salarié: «Ah, tu as 5 d'augmentation, tu as 10 d'augmentation». On se dit: «Ah, c'est quand même pas mal, on me donne une belle augmentation». Sauf que derrière, si on regarde un peu le tableau, qu'il y a en dessous, on donne 5 d'augmentation à quelqu'un. La réalité, c'est que post-charge, post-impôt, dans sa poche, il restera en fait plus 2,8 d'augmentation. Donc sur le moment, il va probablement être très content, dire: «Ah ouais, 5 c'est cool». Et puis quand il va recevoir sa première fiche de paye mise à jour, il va dire: «Ah ouais, c'est marrant, je l'imaginais plus». Donc pour le Ah, la coup, c'est déception. assez, ça peut être assez frustrant et assez décevant et en plus, derrière, si on se dit: «Bah, moi, côté employeur, j'ai donné 5, c'est pas mal, ça m'a coûté plus de 7 mais lui, il en a moins de 3», on commence à créer un gap. Donc il y a encore une fois cette notion de se dire, finalement, il faut vraiment informer les gens sur tous les détails, genre pourquoi tu es payé ce que tu es payé, je t'augmente tant, voilà ce que ça représente, donner un maximum d'informations et en fait, gérer, au mieux les attentes, des gens. Hem 74 pardon, des gens pensent que, la déception aura des conséquences négatives sur leur rapport au travail. C'est vrai que globalement, aujourd'hui, on peut assez difficilement fermer les yeux sur le fait que il y a pas mal de gens qui, sont insatisfaits de leur salaire et qui quittent leur travail pour ça. Parce qu'on est aussi dans une économie où globalement, quand on change d'entreprise, en général, on fait un gap salarial. Donc c'est motivant quelque part, ça fait un peu une carotte, supplémentaire. Hem, Encore une fois, je pense que si on arrive c'est un peu un objectif, très long terme, mais si on arrive à un stade où les entreprises payent justement sur le marché, c'est pas parce qu'on change d'entreprise qu'on prend, 10 à part si on va dans une entreprise dont la politique est de surpayer évidemment. Mais, Mmh. on devrait encore une fois juste se dire: «Je suis payé à ma juste valeur pour le métier que je fais, au niveau que j'ai, avec l'expérience que j'ai» et théoriquement, si je change d'entreprise, on va essayer de m'attirer, donc il y aura peut-être un avantage financier, mais il devrait pas non plus être, énorme. Donc on en revient finalement à ce côté transparence, et essayer d'être le plus juste possible, pour que le salaire soit effectivement un critère impactant et pas juste, soit un sujet d'insatisfaction permanente pour les salariés, soit une carotte pour les employeurs. Donc Katia, voilà, d'ailleurs, elle suggère, par rapport à ce que tu dis sur le fait d'être transparente, Katia, elle suggère que de communiquer auprès des salariés en net, en fait, d'arrêter de communiquer en brut, tu vois? ouais, c'est vrai qu'on Ouais. pourrait communiquer au moins en net imposable, ouais, parce que c'est vrai que ça serait plus concret pour les salariés, ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Et alors les avantages sociaux, petit focus sur ça. Je pense que, Constance, tu as des petites Oui. choses à nous partager en Et donc, complément? sans surprise, hein, les avantages sociaux, ils sont beaucoup moins soumis aux taxes et ils ont Mmh. été, spécifiquement créés pour apporter du pouvoir d'achat réel à la base. Nous, chez Bénéfice, on a réalisé une étude, en lien avec, Opinionway et ça a révélé que 80 des salariés, seraient satisfaits d'une augmentation sous forme d'avantages sociaux
s'ils ne peuvent pas obtenir d'augmentation de leur salaire brut. Mmh. Donc c'est assez énorme, du coup, c'est quand même des supports qui sont ultra stratégiques, je pense, lors des people review et des augmentes associées. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ultra important de réfléchir à des packages de rémunération globaux, donc rémunération brute et tous les avantages sociaux qui l'accompagnent pour l'augmenter. Je pense que c'est un très bon levier aujourd'hui qu'on a pour repenser nos augmentations et pour repenser nos politiques salariales. Mmh. Ouais, Euh, une bonne, un compromis, un peu une alternative, c'est ça. à l'augmentation de salaire, en fait. C'est aussi allouer le budget masse salariale un peu différemment pour qu'il soit le plus efficient possible pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Mmh. Top, c'est très clair. J'essaie de suivre en même temps les commentaires. Alors, je vois Sabine qui partage plein de ressources. Elle est d'humeur généreuse aujourd'hui. Elle a mis son mail et elle invite les personnes à la contacter parce qu'elle a apparemment des ressources à partager à l'audience RH, ce qui est chouette. Merci pour ces partages. Et puis, j'essaie de suivre au fur et à mesure, mais c'est surtout des commentaires des personnes qui échangent sur la différence entre net et brut et qu'il est délicat de communiquer en net auprès des salariés. Mais je voyais une suggestion passer tout à l'heure de Stéphanie qui disait que, par exemple, eux, dans leur entreprise, ils mettaient à dispo un tableau avec comparatif brut et net pour que ce soit plus simple. On en revient au sujet de la communication. Mais ouais, après, sur la partie des avantages, je pense qu'après, il y aura peut-être même des exemples concrets quand on abordera la partie exemple qui sera intéressant de découvrir. Et alors, je vous laisse la main toutes les deux. Peut-être d'abord Agnès sur le sujet de la grille salariale. Ouais, tout à fait. On en Super revient du outil. coup à l'idée de se dire on veut pousser une rémunération qui soit juste, qui soit compréhensible et qui soit le plus transparente possible. Souvent, cette transparence, finalement, elle est atteignable si on structure sa politique de rémunération. Parce que concrètement, une politique qui n'est pas structurée, ça va créer des exceptions, de la dette quelque part, et ça va être compliqué de dire ouais, on est transparent sur les salaires, parce que derrière, les gens vont venir nous demander des explications, ce qui est plutôt légitime. Sauf que si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi machin est mieux payé que bidule, ça va être assez compliqué. Donc finalement, l'idée, c'est de se dire, si je veux être transparent, j'ai besoin de structurer ma politique, mes process, pour pouvoir derrière justifier les décisions que je prends en termes de rémunération. Concrètement, c'est ça l'objectif. Et la grille de salaire, c'est une première étape, on va dire. Donc, une fois qu'on a sa philosophie, sa politique de rémunération, la grille de salaire, ça peut vraiment permettre de se dire, une fourchette de salaire, c'est ce que je veux payer pour un métier, un niveau et une localisation donnée. Et toutes les personnes qui font ce métier à ce niveau, à tel endroit, seront payées dans cette grille de salaire, dans cette fourchette de salaire. Donc, ça veut dire concrètement que ça va permettre assez facilement derrière de dire, bah oui, toi, tu es à tel niveau, donc tu es payé tant, un tel, il est à tel niveau, donc il est payé plus ou moins. Après, évidemment, il y aura toujours des petites différences qui souvent seront justifiées par le nombre d'années d'expérience, par la performance, par le potentiel. Ça, c'est des critères qui seront propres à chaque entreprise. Mais en tout cas, on commence à quadriller un peu les choses et à limiter, on va dire, la prise de décision. Limiter, mais pas contraindre pour autant. Donc ça, on définit un cadre, mais on ne s'empêche pas non plus de prendre certaines décisions. Et donc, encore une fois, tout ça, pour moi, le but de ce genre de choses, après, ça peut être aussi structurer son process de revue de salaire, ça peut être de structurer la définition des salaires à l'embauche. Tout ça, encore une fois, à la fin, c'est de se dire, je veux être le plus transparent possible, donc je suis capable de me justifier. Et au-delà du fait que c'est attendu par beaucoup de salariés maintenant, c'est aussi quelque chose qui va devenir obligatoire dans un futur assez proche, puisqu'on a une directive européenne qui est passée il y a 2 ans sur la transparence des salaires, qui va être appliquée légalement dans les pays européens, du coup, dans les années qui viennent, et où concrètement, les entreprises vont être effectivement dans l'obligation de rendre des comptes C'est autant au 2026. gouvernement que 2026, ouais. C'est ça, hein? Autant aux administrations qu'à leurs salariés ou à des candidats. Donc, cette notion de transparence, finalement, elle devient de plus en plus présente. Et ça nécessite que, si c'est 2026, dès maintenant, les entreprises doivent commencer à C'est maintenant s'équiper et qu'il à faut se s'y mettre, c'est structurer. clair. Ouais. Surtout que là, on voit qu'il n'y a que 14% pour l'instant qui pratiquent la transparence sur le sujet.
c'est encore aujourd'hui un moyen de se différencier en termes de marque employeur, mais d'ici 2026, ça sera plus un argument. Et d'ailleurs, je vois Katia qui dit comment est-ce que ça se construit en bande de salaire par métier. Je spoil un petit peu, mais tout à l'heure, tu vas nous parler de Shine. Et si je dis pas de bêtises, Shine a été assez précurseur sur le sujet de la transparence de sa grille salariale, qui est d'ailleurs dispo sur son site internet. Peut-être que tu en parleras après. En tout cas, ça peut être un bon exemple parce qu'on voit concrètement comment la grille elle a été construite. Ça peut être un exemple assez intéressant à aborder sur ce sujet. Pour le coup, sur le sujet, on a pas mal de documentation. On pourra l'envoyer après aussi Trop bien. sur comment construire ces grilles. C'est un vaste sujet. On va peut-être pas dévier maintenant, mais. Non, mais c'est intéressant. C'est aussi très lié. Et après, sur le bilan social individuel, peut-être Constance, tu avais des choses aussi Oui. à nous partager. Oui, c'est ça. Nous, on a un outil très puissant en RH qui est parfois très peu exploité, voire méconnu, c'est le bulletin social individuel. Nous, c'est un outil qu'on a intégré chez Bénéfice dans nos Dash, donc dans notre Dash client RH et dans notre Dash utilisateur. Ça permet en fait de cartographier précisément ce qu'on va apporter aux collaborateurs. Donc très facilement, le collaborateur, il va comprendre tous les éléments qui composent son package. Donc le BSI va valoriser à la fois les éléments de REM et à la fois les avantages sociaux qu'on déploie. Donc ça permet d'avoir vraiment une photographie à l'instant T et de voir aussi une historique des éléments de rémunération. Et c'est hyper utile aussi lors des augmentations annuelles parce qu'aujourd'hui, on a encore trop tendance, nous collaborateurs, à regarder que la REM brute et pas ce qu'il y a autour. Donc le BSI, pour ça, c'est un outil qui est très puissant. Je vois Sandrine qui dit On le l'adore BSI, c'est aussi. génial. Elle dit c'est génial. Trop peu de mettre en œuvre et c'est génial. Je pense Trop qu'il y a bien. Donc, une vraie attente par rapport au BSI et on voit chez nos clients que c'est très apprécié. Donc, c'est pour ça qu'on l'a inclus sur notre plateforme. top. Et alors, Rachel qui demande sous quel format vous mettez en œuvre votre BSI. Bien souvent, pour les grandes entreprises, il est coûteux à mettre en place. C'est une petite réponse à nous apporter. Sous quel format? Honnêtement, même un bon vieux Excel peut faire l'affaire. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de quelque chose de magnifique, mais il faut que ce soit efficient. Nous, il est intégré à l'outil, mais en tout cas, il peut être fait sous Excel. Ah oui, avec l'outil bénéfice, on peut bénéficier on peut le Oui, produire directement par l'outil. il est OK. intégré. Oui, complètement. OK. Très clair. Et il est Et vachement alors, bien. et il est vachement bien en plus, il est validé par Agnès. Parfait. Alors je vois dans les commentaires, hein, ça dit que nos participants nous disent on prend toutes les ressources que vous avez à partager, les filles. Donc, on compte sur vous, notamment sur le sujet des grilles, mais on va y revenir après. Ouais. Et ça aussi, cette partie-là répondra aussi à des questions que j'ai vu passer tout à l'heure qui questionnaient sur comment est-ce qu'on communique concrètement. Je pense que vous avez pas mal de choses à nous partager sur cette slide-là aussi, avant de passer ensuite aux exemples d'entreprises qui ont œuvré sur leur stratégie salariale. Je vous laisse nous guider. Ouais, on va peut-être essayer de garder un peu de temps pour les exemples après, mais effectivement, en fait, pour revenir un peu sur ce qu'on disait juste avant, finalement, pour bien communiquer, il faut que les choses soient claires dès le départ et qu'on soit capable de se dire, bon, bah voilà, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, je suis capable d'expliquer toutes mes décisions, etc. Et ensuite, il faut aussi se rappeler que souvent, les sujets de rémunération, ils sont quand même relativement techniques pour des sujets RH et que ça parle pas à tout le monde. Donc, nous, même ne serait-ce que de parler de BSI, de grille de salaire ou de package avec certains bonus, etc. Ça nous paraît relativement naturel, mais en fait, quand on va s'adresser aux managers, déjà, peut-être qu'on les perd un peu, et aux salariés, c'est beaucoup plus certain qu'on va les perdre. Du coup, pour moi, il y a un vrai sujet de pédagogie, en fait, autour de la rémunération. C'est pas juste, voilà, c'est ça notre politique de rémunération, soyez contents parce qu'on vous l'a communiqué, mais c'est vraiment d'expliquer comment la comprendre, quels sont les termes qu'on utilise, comment on l'a construite, donner un maximum de contexte pour que finalement le salarié le prenne comme une vraie information qui a un intérêt pour lui. Et pas juste, OK, on m'a communiqué une note et je l'ai laissé passer, je l'ai survolé et je l'ai oublié, quoi.
Donc, Mmh. une fois que si les choses sont bien communiquées, les salariés sont plus comprennent bien ce qui se passe, comprennent encore une fois pourquoi ils sont mieux payés ou moins bien et cetera, pourquoi ils ont tant d'augmentation et derrière ça doit aussi les en fait, pour moi, l'objectif ultime de tout ça, c'est de se dire: «Le salarié, il est juste rassuré, en fait, sur le fait qu'il est encore une fois traité de manière juste, que l'objectif, c'est d'être le plus compétitif possible, on essaye de répondre à leurs besoins et cetera» et donc finalement, bah, cette priorité de 90 des salariés, ça doit plus être une préoccupation. Ça doit être quelque chose où ils se disent: «OK, c'est important pour moi et je sais que l'entreprise me traite bien sur ce sujet-là» et donc en fait, c'est juste, ça doit plus être un souci, ils doivent plus être préoccupés par ça et cetera. Donc ça peut avoir des impacts positifs énormes. Après, bah, si c'est fait, à la va-vite, si c'est mal communiqué, mal expliqué et cetera, bah, on va créer, on va créer des rumeurs, des mythes, Des on va se tensions. finalement s'empêtrer dans un truc, terrible, alors que c'était pas l'objectif, de départ, quoi. Et ça paraît tellement Et simple et évident quand tu le dis. Pourquoi c'est si compliqué alors, C'est un peu de peut-être, travail derrière. hyper important de communiquer sur la politique et sur le package, dès l'offre d'embauche pour que ce Mmh. soit hyper clair avant même l'onboarding. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper, différenciant d'avoir, une proposition très complète, très détaillée. Comme ça laisse pas de place aux non-dits et il y a pas de C'est ça. mystère quand on arrive. Mmh. Mmh, Très très juste. clair, très clair, très clair. Est-ce qu'on avance sur les cas concrets que tu voulais nous partager, Agnès? Ouais, allons-y. Bon, je vais peut-être pas parler des 4 et sur la documentation qu'on vous enverra, il y a des liens Il y vers aura tout. bien plus encore d'exemples que ça. Trop bien. Mais juste pour, faire un petit focus, bah, notamment sur Shine que tu mentionnais tout à l'heure, Anaïs. Mmh. Shine, ils ont une politique qui est hyper intéressante, qui a été assez, innovante pour le coup, dans l'écosystème. Ils ont été très transparents rapidement, en étant très clairs sur le fait qu'être transparent, ça voulait pas dire, révéler les salaires de tout le monde, à tout le monde. Ils ont été très transparents sur, leur volonté, d'être enfin la vision qu'ils avaient sur le sujet de la rémunération, ce qu'ils voulaient justement atteindre comme objectif, et cetera. Donc concrètement, quand on regarde sur leur site, il y a, un calculateur, de la même manière d'ailleurs que Zephyr, où on Oui. peut, savoir en fonction de mon nombre d'années d'expérience, sur le marché, mon nombre d'années d'expérience dans l'entreprise et cetera, mon niveau estimé, combien est-ce que je pourrais gagner chez Shine, chez Zephyr, c'est vrai aussi je crois chez Gorgias. Donc ce système de calculateur finalement, c'est un beau niveau de transparence puisque ça veut dire que n'importe qui peut savoir estimer à peu près, combien il pourrait gagner ou combien les gens du coup qui travaillent dans ces entreprises gagnent. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont souvent aussi des partis pris assez forts. Typiquement, Shine, moi, c'est un truc que je mettrais pas en place chez moi, mais ça résonne sûrement chez eux. Ils ont un bonus en fonction du nombre de personnes à charge, du salarié. Donc, en Mmh. gros, ce qui va définir le salaire de quelqu'un chez Shine, c'est, son nombre d'années d'expérience, le niveau qui lui a été attribué et le nombre de personnes à charge. Ça peut potentiellement rajouter un bonus. Et ça, clairement, ça rejoint ce qu'on disait au tout début, de se dire: c'est aligné avec leurs valeurs, c'est aligné avec leurs Oui, convictions, bien sûr. Mmh. d'entreprise, leur culture, et cetera. Et donc en fait, c'est ce genre de petit exemple où on se rend compte que, bah, on peut vraiment prendre des décisions, qui sortent un peu du cadre, mais qui ont une vraie signification pour l'entreprise, Mmh. pour les founders, c'est ceux qui décident de ce genre de choses et Et cetera. c'est ça qui fait une marque employeur, authentique. C'est qu'ils ont Ouais, une culture et en face, ils mettent, les actions, alignées à la culture qui est vendue donc ouais, ç ça filtre aussi, ça fait office de filtre, mais ouais. c'est aussi ça l'intérêt, d'une marque employeur alignée comme celle-là. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait et du coup, Zephyr, c'est un peu le même concept, et c'est aussi ce qu'on peut retrouver chez Alan ou ce genre de boîte où il y a une Mmh. grille, qui est très, enfin, une formule finalement qui définit une formule, mathématique qui va définir le salaire en prenant en compte, par exemple, eux, pareil, c'est un des critères qu'on retrouve chez certaines entreprises, mais qui convient pas à tout le monde, le nombre d'années d'expérience dans l'entreprise. Donc à chaque année passée dans l'entreprise, on va rajouter un bonus au salaire. Il y a plein d'entreprises qui vont partir du principe que c'est pas forcément une bonne chose parce que, bah, potentiellement on va augmenter des gens qui performent peut-être pas très bien. Mais des entreprises comme, Zephyr ou Alan se disent: «Bah, non, mais nous on gère bien la performance, donc en fait on n'a pas de doute sur le fait que les gens qu'on va augmenter, ils performent bien, Ah sinon ils seraient intéressant. plus chez nous». Donc Mmh. voilà, c'est des positions assez fortes qui s'inscrivent dans une politique, On en RH revient à globale. ça, ouais. Mmh.
Et donc ouais, on va peut-être parler aussi de nos exemples à nous, Constance. Oui, Donc on peut passer, je pense, sur les autres, mais en tout cas, ils sont disponibles si les gens veulent les regarder, ils sont sur internet. mm, Je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est qu'entre, Figures et Bénéfices, on a une philosophie qui est assez commune. Aujourd'hui, on veut, être innovant sur les pertes, sur les bénéfices. On a de la flexibilité, on a du remote, donc je pense qu'on a des cultures d'entreprise, qui peuvent se rejoindre sur certains points. En tout cas, pour ma part, sur la stratégie salariale de bénéfices, aujourd'hui, nous, on souhaite avoir une politique salariale premium et on se le permet grâce aux avantages sociaux, entre autres. On veut vraiment être une entreprise qui rémunère bien ses collaborateurs pour être attractif, pour prendre soin de nos collaborateurs aussi et puis travailler, la marque employeur. Donc au-delà, du fixe brut annuel, on a pas mal d'autres avantages. On a un intéressement qui est trimestriel. On a la cagnotte flex, la fameuse cagnotte dont on parlait tout à l'heure, la donc notre fameuse. produit maison. Notre produit maison aux multiples usages, donc chacun y trouve son compte et c'est des euros qui sont, ultra intéressants et c'est des vrais euros qu'on peut dépenser sur des choses concrètes, se faire rembourser des factures, payer, son abonnement, aller au cinéma ou autre. C'est une cagnotte qu'on va, certainement augmenter régulièrement. On a aussi, l'attribution de BSPCE, comme le disait Agnès tout à l'heure et pour tous nos collaborateurs. Donc notre but, c'est vraiment d'être compétitif aujourd'hui, sans avoir, de charges sociales aussi fortes que du salaire brut. Mm. Et puis encore une fois, on veut vraiment être, la preuve par l'exemple pour nos clients. Donc voilà et puis plus globalement Oui, d'un point de vue, ça répond à la question d'Axel Choc qui dit: «Mais c'est le cas aussi, chez Bénéfice pour leurs salariés». Mais oui, justement, hein, je dis pas de ouais, tout bêtises, à hein. fait. C'est ça, hein, Ce c'est qu'on aussi ça. propose à nos clients, on se l'applique en interne. On est d'accord. Ouais, ouais, C'est ce complètement que tu disais et en puis, intro, la preuve par l'exemple. c'est ça et puis d'un point de vue un peu plus ADN, nous, on prône l'autonomie. On est à 90 en remote. On se retrouve une fois par mois sur 2 jours. On prône aussi la responsabilisation, la confiance, la prise de décision, assumée. On est hyper exigeant lors du processus de recrutement, ce qui fait que quand on intègre nos collaborateurs, on leur donne notre confiance rapidement. Après, à eux de la garder, mais Mmh. en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, pour terminer sur, la politique de rémunération, comme je disais, nous, on utilise le BSI et donc quand on fait une proposition, la proposition, elle dure 45 minutes, 1 heure, c'est énorme pour une proposition et vraiment on va détailler, toute notre politique. Donc le collaborateur va vraiment savoir, comment ça va se passer chez nous. Il y a zéro surprise, en arrivant. OK, Voilà un et peu est-ce pour que bénéfice. ça recrute ou pas chez Bénéfice? Je suis sûre que quelqu'un va poser la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout est en ligne. Voilà, on vous invite à aller regarder les offres d'emploi. Et alors l'exemple Figures? Ben nous, alors concrètement, on essaye aussi de s'appliquer donc sur ce qu'on conseille à nos clients. Donc concrètement, on a notre politique de rémunération, on l'a positionnée en se disant qu'en termes de rémunération, de salaire, on paye au marché. Donc les gens, en venant chez nous, savent très bien que, bah, s'ils vont, dans des grandes, boîtes ou chez des GAFA, ça, ils seront mieux payés. Mais en tout cas, nous, on paye juste au marché, en utilisant nos données, évidemment. Ensuite, par contre, on essaye justement de se différencier sur les différents avantages qu'on va pouvoir donner. Donc, on a, typiquement, on est client de bénéfices, donc on a effectivement aussi la cagnotte Flex qui est très appréciée, qui permet de Mmh. diversifier un petit peu. Mais ça va aussi être par des points un peu différents. Typiquement, nous, on a mis en place la quinzaine de 9 jours. Pas tout à fait la semaine de 4 jours, mais en gros, une semaine sur deux, on a un jour off supplémentaire. D'accord. Donc concrètement, c'est une flexibilité en termes d'organisation du temps qui est assez appréciée. On est en télétravail complet aussi, etc. Donc on essaye en tout cas de se démarquer. Et surtout, moi, un point sur lequel j'insiste, c'est qu'en fait, finalement, les avantages qu'on propose à nos salariés, en général, avant de les mettre en place, on sonde l'équipe. Donc vraiment, on va leur demander si on met ça en place, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, pourquoi? Sinon, qu'est-ce que vous préféreriez? Donc typiquement, le dernier exemple en date que je peux avoir, c'est quand on a mis en place une solution pour la santé mentale.
Avant de le mettre en place, on a fait un sondage pour demander aux gens ce qu'ils en pensaient, si ça avait un intérêt ou pas. La première fois que je leur ai demandé, ils m'ont dit concrètement, non, c'est pas le mot, enfin, on n'en a pas besoin, ce D'accord. serait cool pour la marque employeur, mais c'est pas la peine. Par contre, Ouais. on a refait le sondage 1 an plus tard et là, la réponse était plutôt oui. Donc, voilà, Ah ouais. on essaye vraiment de prendre en compte le feedback pour ajuster parce que Mais sinon, c'est bah, on a ça, est-ce peut-être que c'est pas ça la clé finalement? je sais pas si c'est la Une clé, des mais en clés. tout cas, ouais, en tout cas, ça permet d'avoir un vrai impact finalement. Parce qu'on aurait très bien pu mettre en place, je sais pas, n'importe quel autre avantage, bah, un baby-foot au bureau, même si on n'a pas vraiment de bureau, et les gens s'en ficheraient et du coup, bah, OK, Mmh. on a dépensé du temps, de l'argent et finalement l'impact est nul. Et Mmh. le dernier point, c'est sur la partie capitale où effectivement on alloue une part du capital en moyenne plus importante que ce qu'on peut retrouver dans des entreprises de notre stade. Donc voilà, on essaye de se différencier sur ces deux aspects-là, en sachant que par contre sur le salaire, bah, on est au marché et pas dessus. Et au-delà de ça, évidemment, toute notre politique est très transparente. Donc nous, on a poussé la Forcément. transparence à l'extrême. Tout le monde connaît exactement le salaire de tout le monde chez Figures. D'accord, Mais ça, c'est extrême et je pense que c'est pas du tout une obligation, une fin en soi. Ce que je bien trouve par sûr. contre important, c'est que notre politique de rémunération, elle est disponible pour n'importe qui sur Internet. Quand on publie nos offres, elle est poussée aux candidats. Donc pareil, on essaye de communiquer le plus tôt possible sur le sujet et d'être très clair sur ce qu'ils peuvent attendre. Top, très clair. Est-ce qu'il peut aussi servir d'autres points de référence? C'est intéressant de voir les exemples concrets comme Figures et Bénéfices au-delà des entreprises que tu as citées juste avant. C'est aussi de voir, vos Ouais. propres exemples. C'est ça qui est intéressant. De voir que vous vous apportez des solutions RH, mais vous les appliquez aussi à vous-même. Donc, ça, je trouve ça chouette d'avoir vos propres exemples. Alors, pour répondre aux quelques questions que je vois dans le chat, sur les effets ou le turnover, je vois que Pierre a déjà répondu au sujet de bénéfices, 30 arrivées, un départ depuis 18 mois. Bon, ben, je crois que ça en dit long. Et Pas mal. peut-être alors, Swanil qui rebondissait sur ce que tu disais, qui effectivement confirmait par son expérience que le sondage et les consultations régulières, bah, c'est vraiment une des clés, effectivement, pour traiter ces sujets. Et peut-être une dernière question pour la route avant de clôturer ce webinaire, parce que je vois qu'on a un petit peu dépassé, mais juste pour finir, Rachel qui dit, est-ce que c'est plus facile pour les petites structures de mettre en place ce type d'avantage ou pas? Ça sera peut-être le mot de la fin, dites-nous tout, selon vous. C'est plus facile, plus difficile, ou est-ce que finalement tout le monde peut s'y mettre? Tout le monde peut s'y mettre, honnêtement, il suffit de se poser sur le sujet et de capitaliser un peu là-dessus. Je pense que c'est le bon moment, c'est la bonne période, on est en plein dedans, on a attaqué, là début 2025 donc évidemment, peu importe la taille de la société, et encore plus, j'ai envie de dire pour les TPE-PME qui ont parfois un budget, un peu plus serré, c'est l'occasion, d'étudier, le sujet pour vraiment allouer, son budget, de la manière la plus, sensée possible, on va dire et pour répondre aussi aux besoins de ses collaborateurs. Bah, moi, ça me va cette réponse. Je sais pas ce qu'il en est de l'audience, mais moi, ça me va. Agnès, est-ce que tu voulais, compléter aussi? Puis on va peut-être pouvoir enchaîner sur un petit mot de la fin au passage, comme je vois que le timing est un peu dépassé, dis-nous? Non, non, bah, je suis d'accord avec Constance. Je pense qu'effectivement, tout le monde est Ouais? concerné. Après, évidemment, l'humain étant peut-être un peu réticent au changement, c'est plus compliqué quand il y a énormément de gens et il y a plus de travail derrière, de préparation, pour convaincre, etc. Mais dans l'absolu, Mmh. tout le monde peut s'y mettre. Et je pense que, bah, évidemment, comme on a mentionné tout à l'heure, bah, le plus tôt on commence, le plus facile ça va Le être. mieux c'est. Donc c'est pour ça que finalement, bah, dès les premiers salariés, il faut commencer à réfléchir à ce genre de choses pour après les Mmh, faire mmh. évoluer au fur et à mesure de la croissance, quoi. OK, très clair. Je pense que c'est très clair. Je vois au vu des réactions que ça a l'air d'être, limpide pour tout le monde. En tout cas, bah, je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire et moi personnellement, j'ai passé un super moment. C'était hyper riche, hyper intéressant. Moi aussi. J'ai appris plein de choses. De même. J'espère que c'est votre cas aussi. En tout cas, merci beaucoup Agnès, merci beaucoup Constance. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter un petit mot, pour les au revoir, s'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter. En tout cas, ce que je peux préciser, c'est qu'on peut vous contacter. On a vos noms qui s'affichent et bénéfice des figures, évidemment, qui sont accessibles. Mais petit mot de clôture, je vous laisse le mot.
Mais c'était un plaisir, de partager ce moment avec vous et puis, effectivement à dispo pour échanger sur, tous ces sujets assez passionnants. Moi plutôt sur la partie avantages sociaux, culture d'entreprise, ce sera avec grand plaisir. Trop bien. Également, merci Agnès? beaucoup à vous deux et merci à tout le monde. C'était super intéressant et effectivement, je pense que c'est un sujet sans fin, donc à creuser avec grand plaisir si des personnes souhaitent nous contacter. Top. Et alors Fatima qui dit: «J'ai hâte de participer au prochain webinaire». Ah bah, justement, ça me permet de faire une belle transition. Moi, je vous retrouve dès mardi prochain puisqu'on a rendez-vous mardi, avec un webinaire dédié au recrutement, dans le milieu de l'IT. Mais on a d'autres rendez-vous prévus, hein. Je pense que la team Culture RH va vous afficher, le prochain rendez-vous. On aura aussi un webinaire, jeudi. Oh, je me rends compte que j'ai une semaine bien chargée la semaine prochaine d'ailleurs. On a 2 webinaires la semaine prochaine. Un webinaire jeudi qui sera dédié aux stratégies RH pour une expansion internationale. Donc, on passe d'un sujet à l'autre. On ne nous arrête plus chez Culture RH. On enchaîne. Mais je vous mets le lien aussi dans le chat. Si jamais d'autres sujets vous intéressent, parce que, comme vous le savez, on en aborde plein de différents. L'idée, c'est de vous partager de la valeur à vous, audience RH. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, moi, il me reste à vous dire à mardi prochain. Encore merci Constance, merci Agnès. C'était chouette de vous avoir aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Une très belle journée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.